Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, en direct dans cette édition du 5 avril 2024. Et j'ai le plaisir de retrouver sur notre plateau, Éric Gallienne. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin, Éric. Désormais, comme tous les vendredis, vous êtes en plateau désormais avec nous et c'est encore mieux. Éric, vous êtes directeur de la recherche chez le FI Advisor Valcan, avec nous pour dresser le bilan de la semaine écoulée sur les marchés financiers, les marchés actions notamment. Semaine qui va du jeudi au jeudi, je le précise. Du coup, par la force des choses, avant de rentrer dans le détail des actualités que vous avez sélectionnées pour nous, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle a été la performance hebdomadaire des principaux marchés actions ? La performance est modérément négative, mais devient beaucoup plus négative ce matin, évidemment, puisqu'on a une petite correction qui a commencé hier soir aux États-Unis sur une prise de conscience de ce qui se passe sur le front monétaire. Mais globalement, donc, une baisse un peu plus marquée en Europe, puisqu'on avait en date d'hier soir en baisse d'un petit %, alors que les États-Unis étaient quasiment étals par rapport au niveau de la semaine précédente. Donc c'est l'euro qui a progressé cette semaine par rapport au dollar. C'est la seule hausse qu'on a pu observer sur les trois indicateurs que nous suivons chaque semaine. Que vous suivez chaque semaine. Parmi les actualités que vous avez identifiées comme étant impactantes pour les marchés actions, vous avez décidé de nous parler de tremblement de terre à Taïwan, tremblement de terre d'une magnitude de 7,2, 7,4, enfin, c'est exceptionnel, c'est très fort. Ceci étant, Dieu merci, peu de victimes. Par contre, du côté des entreprises, et notamment celles des semi-conducteurs, des doutes subsistent quant à leur capacité de maintenir des niveaux de production comme ceux d'avant. En fait. Exactement. Donc TSMC, par exemple, qui est donc un acteur majeur sur le marché des semi-conducteurs, qui a arrêté ses lignes de production ou ralenti, qui se pose des questions effectivement par rapport à la pérennité de l'activité dans un cadre sismique qui est toujours actif. Donc c'est vrai que ce tremblement de terre est très important. Effectivement, il y a quand même un bilan humain qui est un peu lourd. Il y a quand même 2000 blessés, 9 morts et beaucoup de dégâts en termes matériels. Donc c'est sûr que voilà, c'est une nouvelle plutôt négative. Ça pourrait créer de nouvelles perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. On a vu que ça avait causé quelques problèmes quand même. Donc pour nous, c'est la nouvelle probablement la plus importante de la semaine, avec donc une interprétation négative, forcément. Une interprétation négative. La deuxième information que vous avez sélectionnée pour nous, c'est l'évolution, c'est la hausse limitée de l'inflation en zone euro, 2,4% pour l'inflation globale, 2,9% pour la sous-jacente. On se rapproche des 2%. Exactement. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle sur le front de l'inflation. On le voit sur le graphique, avec une inflation apparente, brute, qui est passée largement en dessous de l'inflation hors variable volatile de l'indice. Donc 2,4, c'est vrai que ça va plus vite que ce qui était anticipé, et en ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si entre 2,4 et 2,9, on est encore largement au-dessus de 2. Mais globalement, bien sûr, ça nous fait comprendre que finalement, la hausse importante de l'inflation au cours des années 21-22, elle était en bonne partie transitoire, amplifié par un phénomène énergétique en 2022, et que voilà, on quitte le risque déflationniste, mais on ne va pas vers un risque inflationniste, et donc c'est le meilleur des mondes d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que de ce point de vue, même s'il y a toujours un risque que l'inflation soit un petit peu supérieure à ce qu'on attend, ce qui est le sujet aujourd'hui des marchés, mais notamment ses conséquences sur les politiques monétaires. Mais globalement, c'est bien sûr une bonne nouvelle que de voir cette inflation baisser en Europe. Oui, très clairement. Alors on parle, la BCE, comme la Fed, l'inflation, les niveaux d'inflation qu'ils ont en tête, c'est la core, c'est la sous-jacente, donc dépouillée de ses variables les plus volatiles. 2,9% pour l'accord en zone euro. Vous dites qu'effectivement, alors en théorie, on est effectivement très loin des 2%, mais se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas rehausser cette limite de 2% à 3% pour prendre en compte les nouveaux paradigmes économiques, sociaux, culturels, géopolitiques en Europe et un peu partout dans le monde. Du coup, par la force des choses, peut-être que le 2,9 est une limite basse atteinte et que il va falloir peut-être s'en contenter actuellement. Il faut poser la question à Mme Lagarde et à M. Powell. Et ils ont très clairement répondu que ce n'était pas le sujet. Du coup, donc effectivement, ces bonnes nouvelles du côté de l'évolution de l'inflation en zone euro laissent supposer que la BCE va très certainement prendre le pas sur la Fed et initier son pivot avant la Réserve fédérale américaine
Certains parlent de juin, déjà, de façon un peu certaine. Du coup, voilà, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. On va filer de l'autre côté de l'Atlantique, où l'économie reste toujours très forte. Alors oui, on peut la mesurer de différentes manières. Hein, donc cette économie, le pouls de l'économie américaine qui reste toujours favorable. Donc j'ai montré ici, parmi la multitude d'indicateurs qui sont suivis, hein, l'indicateur la compilation des indicateurs avancés faite par le Conference Board, qui fait un petit peu référence en la matière. On voit qu'effectivement, on est bien dans une situation de maintien d'une croissance significative. Et donc, ça confirme quelque part que l'économie américaine est en bonne forme. On avait remarqué cela au cours des 2-3 derniers mois. Le marché n'a pas réagi. Il réagit que maintenant. Hein, mais bon, le marché n'a pas réagi sur toutes ces bonnes nouvelles, sur la croissance 2023, sur les perspectives 24. Le consensus est passé de 1 à 2% sur 2024. Hein, c'est quand même un rehaussement important. Et donc, c'est vrai que, en général, l'inflation conjoncturelle est liée à la macroéconomie, à l'économie, et que si l'économie reste en bonne forme, eh bien l'inflation cessera de baisser. Donc c'est un sujet sur l'inflation qui est négatif sur l'inflation en quelque sorte, mais positif sur la croissance. Hein. C'est en ce sens que nous avons conservé ou gardé une interprétation positive donc, de cette bonne santé de l'économie américaine. Une bonne santé de l'économie américaine, nouveau paradigme, effectivement, un marché du travail plutôt très fort aussi également, enfin très souple, mais qui n'amène pas d'inflation, la boucle prix-salaire ne prend pas, du coup par la force des choses, l'économie américaine effectivement dans un paradigme de base totalement nouveau et qui explique en partie pourquoi est-ce que le consensus a du mal à atteindre les données réelles, pourquoi le consensus se loupe régulièrement depuis maintenant 2-3 exercices. On va finir votre tour de l'actualité par la récession industrielle en Allemagne. L'Allemagne qui a toujours du mal. C'est vrai que l'écart entre l'Europe et les États-Unis en matière de conjoncture économique est quand même important. L'Allemagne reste de loin la première économie européenne avec donc une situation compliquée, voire très compliquée, et durablement complexe, hein, durablement à l'arrêt, en stagnation. Hein. Le PIB, c'est 0 au premier trimestre, c'est 0 au deuxième trimestre pour l'Allemagne. C'est 3% aux États-Unis et 0,8% pour la France. Hein. Donc l'Allemagne est vraiment à la traîne parce que son industrie souffre. Ses spécialisations industrielles souffrent, les biens d'équipement, la chimie, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué avec le ralentissement marqué de l'économie chinoise. Tout ceci explique ce PMI industriel qui était plus bas qu'anticipé et qui nous montre que c'est durablement inquiétant, cette situation allemande. Ouais, c'est le ministère économique allemand qui a fait ses projections jusqu'en 2008 et qui dit que potentiellement, chaque année, en moyenne, le taux de croissance pourrait être de 0,5%. Jusqu'en 2028, l'économie allemande ou l'économie européenne, d'une façon générale, est dans un taux de croissance extrêmement faible. On le sait, c'est pas nouveau. Hein, on a une croissance extrêmement faible. Et bon, ce qui diffère aussi l'Allemagne de la France et de l'Europe du Sud, c'est évidemment une dépense publique qui n'est pas du tout la même. Hein, on peut comprendre les écarts de conjoncture économique uniquement par la dépense publique. Le déficit public allemand... Même si le gouvernement allemand s'en est rendu compte, hein, je crois qu'ils ont lancé un vaste plan de soutien à leurs entreprises pour compenser, je crois, vers la transition énergétique. Hein, de mémoire, c'était il y a un peu moins d'un mois. Oui, mais extraordinaire. Les données du déficit public allemand, ça représente 1,6% du PIB attendu en 2024 contre 5,5% pour la France. Donc c'est 3 fois plus. La France, 3 fois plus. Donc ça explique pourquoi la France a plus de croissance. C'est dû très largement à cette dépense publique et notamment, et par ailleurs aux subventions européennes du plan européen qui a été lancé il y a déjà quelques temps et qui profite beaucoup aussi à l'Italie. Hein. Donc le miracle italien et français, c'est un miracle de la dépense publique. Très clair, merci Eric pour cette sélection de l'actualité hein, de cette semaine. Du coup, à force des choses, la synthèse est neutre. Synthèse neutre, donc on a une égalité hein, entre deux mauvaises nouvelles qui bien sûr, la première concerne Taïwan avec effectivement ce tremblement de terre qui est un gros problème pour les entreprises potentiellement. On a par ailleurs une économie allemande toujours en récession alors que du côté positif, on a la baisse de l'inflation en Europe
et l'économie américaine toujours robuste. Très clair, donc synthèse neutre, étale. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça change, ça modifie votre perception du risque et votre modélisation du juste prix? Alors, 2 jambes pour avancer. La première jambe, la mesure du risque. C'est quand même un sujet extrêmement important pour les investisseurs. Donc aujourd'hui, on considère que le risque il est moyen, voire même inférieur à la moyenne. Il est assez largement inférieur à la moyenne historique pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais voilà, on a un niveau de risque qui est plus faible qu'historiquement. Et deuxième jambe pour avancer, c'est la dynamique des prix, qui parfois s'autosuffit et parfois autosuffisante. Donc, ce qui se passe, c'est que cette dynamique des prix, elle est toujours favorable. On est toujours dans une tendance clairement haussière. Et évidemment, on a une baisse aujourd'hui qui démarre quasiment des plus hauts historiques. Donc, inutile de rappeler qu'on a gagné quand même 8% depuis le début de l'année. 8% en 3 mois, c'est considérable. 4 fois 8, 32. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire 32% en 2024. Donc, c'est normal d'avoir une consolidation. Les raisons de cette consolidation, on les connaît. Je viens d'évoquer le fait que depuis 3 mois, l'économie américaine montrait des signes d'une santé bien meilleure que ce qui était craint et qui peut induire effectivement une inflation qui sera un peu moins maîtrisée, entre guillemets. Donc voilà, la raison de cette consolidation est monétaire. Ça serait un nouveau report de ce pivot. Je rappelle que le pivot, on en parle depuis début 2023, qu'il ne s'est rien passé en 2023 et que la bourse a quand même bien progressé. Donc je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux, considérer que les taux d'intérêt au niveau actuel ne sont pas forcément punitifs. Lesquels? Les taux longs, les taux courts? Les taux longs, c'est ceux qu'on regarde essentiellement. Les taux courts sont plus, une tendance sur la liquidité générale, parce que quand les taux courts se mettent à baisser, ça a tendance à relancer, je dirais, la production de monnaie d'une façon générale. Mais globalement, les taux longs, par rapport à la croissance américaine et par rapport à l'inflation normative, ils sont relativement normaux. Alors, ils sont dans le haut de la fourchette de ce qu'on envisage, parce que nous, on avait comme hypothèse quelque chose comme 4%, donc on est un petit peu au-dessus. 3% pour l'Europe, on est à peu près à 3%, un peu en dessous. Donc voilà, il n'y a rien de méchant, c'est normal, les taux ont changé de niveau. On attend avec impatience que la Fed et la BCE, etc., baissent leurs taux. Ça peut prendre un peu plus de temps ou un peu moins de baisse en 24. Ça explique pourquoi les marchés pourraient perdre 3, 4, 5%. Il n'y aurait strictement rien de dramatique à ça. Il y a 5% de perte, oui, c'est sûr, effectivement. Et puis certains parlent de pause salvatrice, de toute façon. Ça permettrait à tout le monde de reprendre un peu son souffle et de retrouver un peu raison. Merci beaucoup. Exactement. Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour dresser le bilan de la semaine écoulée en sélectionnant les informations qui vous semblent le plus pertinentes pour expliquer l'évolution des indices actions. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Très bonne journée, très bon week-end, Eric, à la semaine prochaine. Bonne journée, à bientôt. Merci.